Bonjour à tous, donc on va passer à l'imagerie de l'accident vasculaire cérébral et là pour l'instant on va parler de l'accident ischémique, on va voir le protocole scanner et on va commencer à voir le protocole IRM. Alors d'abord le scanner. Alors, dans le protocole scanner il va y avoir deux parties, il va y avoir la partie sans injection qui va permettre de voir l'accident ischémique, voilà, de voir le thrombus, vous voyez ici le thrombus dans M1, hyper dense, et de voir éventuellement les complications, notamment dans le cas de ce patient qui a un gros hématome, de voir s'il y a un engagement, un œdème, etc. Et puis il y a une partie qui est une partie avec injection, où on va regarder les troncs supraortiques et le polygone, et on va refaire une injection pour étudier la perfusion cérébrale. Alors cet enjeu scanner des TSA et du polygone, vous le connaissez, on injecte du produit de contraste en bolus, on fait une acquisition hélicoïdale avec un repérage automatique de l'arrivée du produit de contraste qui déclenche l'acquisition, et ça permet de visualiser les artères de la crosse de l'aorte aux branches intracrâniennes. Et sur les images, le radiologue va pouvoir faire plusieurs choses, il va pouvoir localiser la zone d'obstruction, mesurer la taille du caillot, analyser l'état vasculaire global, en particulier s'il y a de l'athérome, s'il y a des plaques à risque, s'il y a des sténoses, et mesurer les éventuelles sténoses. Voilà un exemple d'angioscanner des troncs supraortiques. Donc l'angioscanner, il est fait de façon manuelle, hein, ce traitement, mais de temps en temps, on peut avoir un traitement informatique que font les manipulateurs, et c'est vrai que des fois c'est assez pratique, parce que quand les artères sont très sinueuses, c'est un peu compliqué de les suivre complètement. Alors, une fois qu'on a une sténose, on va la mesurer, on va en parler maintenant, puis après on en parlera peut-être plus tard. Il y a deux types de méthodes. Il y a la méthode NASCET, un North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial, et le CST, qui est la même chose en Europe, European Carotid Surgery Trial. Alors, on peut choisir soit l'une, soit l'autre. Alors, on utilise plutôt NASCET, puis si vous voulez voir le CST, c'est très facile. Il suffit de dire ce que vous avez utilisé comme méthode. Donc, vous avez une zone de sténose, qui est ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une découpe axiale perpendiculaire à l'axe du vaisseau. Et sur ces coupes axiales, vous allez mesurer le plus petit diamètre de la sténose, ça va être le diamètre B, ou tout le vaisseau à l'endroit de la sténose, ça va être la mesure C. Et puis, à distance de cette sténose, dans le vaisseau sain, vous allez mesurer le diamètre A, et ça sera notre référence. Et donc, en fonction de la méthode, vous pouvez utiliser soit NASCET, donc B- sur B, soit ECST, C- sur C, vous le dites, et vous avez votre mesure. Alors, je vous rappelle donc que les mesures doivent être prises perpendiculaires à l'axe du vaisseau, ça c'est très important, et que les mesures doivent être faites pour la zone A en zone C. Là, vous voyez qu'on a une plaque d'athérome calcifiée. Ici, là, on a une boucle, et donc la zone saine, c'est cette zone-là. Donc c'est là que vous allez mettre votre curseur A. Et en revanche, pour ce qui est de la sténose, vous allez la mesurer à l'endroit où ça vous semble le plus serré, c'est-à-dire à cet endroit-là. Et vous aurez donc la coupe axiale A où vous pourrez mesurer votre vaisseau, et la coupe axiale sur la sténose, et vous aurez soit le vaisseau, soit le diamètre minimal. Ensuite, la perfusion, c'est la deuxième injection. On injecte du produit de contraste iodé après l'injection des TSA. Et cette perfusion, elle va nous permettre d'étudier la vascularisation de la zone ischémiée. Donc, on va faire des acquisitions répétées sur une zone bien définie avec injection, au cours de l'injection. Et ça va nous permettre de créer des cartographies paramétriques qui tiendront compte du volume sanguin cérébral, du flux, du temps d'arrivée du pic, grâce à un logiciel dédié. Et on va pouvoir déduire de ces paramètres le territoire hypoperfusé en particulier récupérable. Voilà une femme de 69 ans, elle a fait un déficit brutal de l'hémicorps gauche et une HLH gauche. Elle a un pacemaker et donc on lui fait un scanner en urgence à moins de 2 heures de l'accident.
Alors, comme vous le voyez avec la flèche rouge, il y a un caillot dans le segment M1 de l'artère sylvienne droite. On peut le mesurer sur le plan axial et coronal sur l'enjeu RM des troncs supraortiques et du polygone, et on va lui faire la perfusion qui permet de montrer ici qu'il y a un retard important sur le MTT, et sur l'étude du volume cérébral, on a une zone ischémiée en rouge et on a une zone de pénombre en vert. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de cerveau qui est récupérable. La patiente a été thrombectomisée et elle va bien. Après le scanner l'IRM, alors quels sont les indispensables de l'IRM? C'est d'abord les 4 séquences de base qui sont la diffusion, un diffusion weighted imaging, le FLAIR, Fluid Inversion Recovery, les imageries de susceptibilité magnétique, soit le T2 coup de gradient ou T2 étoile, soit le SWI, la Susceptibility Weighted Imaging, et l'angiographie par résonance magnétique ou ARM du polygone en temps de vol. Ça, c'est les 4 séquences qui sont de base qu'on doit toujours faire. Et puis, bien entendu, il y a des séquences additionnelles. Le 3DT1 FATSAT sans injection, qui est la séquence avec laquelle vous devez commencer votre IRM dès que c'est un AVC du jeune, parce que vous allez rechercher une dissection et vous mettez votre 3D bien bas pour pouvoir couvrir la carotide au cou. L'arterial spin labeling ou la perfusion sans injection, l'ASL, qui va nous donner un peu les mêmes renseignements que la perfusion et qu'on utilise beaucoup si on a fait une diffusion et que la diffusion est négative. L'ARM des TSA, bien entendu, pour voir l'ensemble des vaisseaux et vérifier notamment s'il n'y a pas une obstruction, parce que si on doit faire une thrombectomie, il vaut mieux savoir avant où passer. Un 3DT1 spin echo injecté ou parfois black blood pour rechercher un épaississement, une prise de contraste des parois artérielles si on soutient un ortone. Et puis la perfusion, donc avec injection, qu'on peut faire avant ou après le 3DT1. En général, on l'a fait avant et qui nous permet d'apprécier la vascularisation du territoire ischémique, de voir ce qui est pénombre et ce qui est ischémie. On va parler de la diffusion, qui est la séquence phare de l'accident ischémique aigu. Et vous allez voir que cette diffusion, elle a non pas un intérêt, mais plusieurs intérêts. D'abord, elle va permettre de diagnostiquer et de dater l'ischémie. Alors, on sait que c'est la séquence la plus sensible pour détecter des anomalies de signal liées à l'ischémie. Vous voyez, la sensibilité est à 95% à la phase aiguë, c'est-à-dire à moins de 4h30. Et puis ce signal, il va se modifier avec le temps, à la fois le signal diffusion et le signal de l'ADC. Il va y avoir d'abord une restriction de la diffusion avec un hyposignal ADC, un hypersignal diffusion. Et puis peu à peu, donc comme vous le voyez sur ces deux courbes, la diffusion donc va tranquillement baisser son signal jusqu'à à peu près 2 mois. Et puis ensuite, elle va passer sous la courbe parce que ça va être liquidien en hyposignal, alors que l'ADC, lui, il va être baissé au maximum à J2, et puis ensuite, il va remonter, il va se normaliser fin de première semaine, deuxième semaine, et puis ensuite, il va passer par-dessus bord, et peu à peu, il va être iso, puis hyper au parenchyme. Et donc, on peut savoir à quel moment on se situe dans la schizo ischémique si on regarde l'ADC et si on regarde la diffusion. Donc, vous l'avez compris, ce diagnostic de l'ischémie, il repose sur le fait qu'il y ait un hypersignal en diffusion et qu'il y ait un hyposignal en ADC. Et vous vous rappelez que cet hypersignal diffusion peut être lié à un hypersignal flair, et donc il faut toujours avoir l'ADC pour faire le diagnostic d'ischémie. Et ce flair, il va nous servir pour la datation d'ischémie, car à partir du moment où on voit un hypersignal flair, c'est que probablement on est à au moins 4 heures du début des symptômes, on est à 4 heures du début d'ischémie, et à ce moment-là, quand on est avec un flair positif, souvent les méthodes de recanalisation deviennent plus dangereuses qu'utiles. La topographie, le nombre des lésions vont également nous orienter vers la cause possible de l'ischémie. Là, je vous ai mis différentes possibilités. Sur la première image, c'est probablement une atteinte des perforantes du tronc. Vous voyez qu'il y a une ischémie protubérantielle. Ici, ça doit être une ischémie cérébrale postérieure, possiblement par occlusion, par embole ou sténose. Ici, il y a des accidents ischémiques un peu partout. C'est vraisemblablement un mécanisme embolique plutôt cardiaque.
Ici, vous avez une atteinte jonctionnelle, c'est sans doute une sténose d'un gros vaisseau. Et ici, vous avez un tout petit infarctus lacunaire, c'est probablement une atteinte d'une petite perforante ou un jonctionnel pial. Le pronostic de l'ischémie, eh bien, c'est aussi la part belle de la diffusion. Là, je vous ai mis la conséquence d'un accident vasculaire malin. Quand le volume de la zone en hypersignal diffusion est égal ou supérieur à 145 millilitres, on est devant un accident ischémique sylvien malin, c'est un sylvien en général, avec un œdème très important qui risque de tuer le patient par hypertension intracrânienne. Hein, c'est 10% des cas d'AVC, mais ça représente une mortalité spontanée, c'est-à-dire sans traitement, de 80%, donc c'est très très grave. Et donc pour ces patients, on propose une craniectomie de décompression, on fait un gros volet, on enlève le volet, et puis on fait sortir le cerveau par le trou, et ça permet le retour à la ligne médiane de l'ensemble des éléments hémisphériques qui étaient refoulés. Ça permet de récupérer un peu de liquide cérébrospinal dans les ventricules, et ça sauve l'hémisphère contralatéral. Et puis ça aide aussi la prise en charge thérapeutique, et on va beaucoup parler pendant ces cours de mismatch, de discordance. Et une discordance qui aide beaucoup, c'est la discordance radioclinique, c'est-à-dire le volume ischémié comparé à la clinique. Si vous avez un volume ischémique qui est tout petit et une clinique très parlante, c'est sûr qu'il y a une grosse dose de pénombre, et ça vaut le coup d'aller faire une désobstruction mécanique ou des obstructions chimiques. Hein. Et ça, c'est vrai. Alors, ce qui aide aussi de la prise en charge thérapeutique, c'est le volume de l'AVC. Si tu as un très très gros AVC, on retombe dans ce qu'on a vu précédemment et on va faire une craniectomie de décompression. Que retenir de tout ça? Eh bien, d'abord que les protocoles d'imagerie sont bien codifiés. En scanner, on va faire un scanner sans injection. On va faire une injection en TSA et on va faire une perfusion. Pour l'IRM, il y a des séquences de base, et en particulier la diffusion qui va être très utile pour confirmer le diagnostic d'AVC, et puis des séquences additionnelles. Il faut se rappeler dans ces séquences additionnelles que quand on a un accident du sujet jeune, c'est-à-dire moins de 50 ans, il faut systématiquement rechercher une dissection. Et quand on a un doute sur une vascularite, notamment ortone, il faut systématiquement faire le 3DT1 sang noir après injection. Et donc, on se retrouve au prochain cours pour la suite du protocole IRM.